Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis. Je remercie tout d'abord l'association AMG pour cette invitation et pour le choix de ce sujet hyper intéressant. Vous savez que l'HP, c'est le pain quotidien. Il ne cesse de montrer ses mystères jour après jour. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai ramené aujourd'hui les dernières recommandations qui parlent de la prise en charge, que ce soit sur le plan clinique, paraclinique et thérapeutique, sur cette thématique. Donc, c'est quoi l'HP? Vous le connaissez très bien. Donc, c'est une bactérie qui est très, très fréquente dans le tube digestif de l'humain, et spécialement dans la muqueuse gastrique de l'humain. Donc, c'est une transmission qui est interhumaine par excellence. Il n'y a aucun réservoir chez l'animal. C'est une transmission chez l'enfant, spécialement en intrafamilial. C'est-à-dire que nos habitudes alimentaires le favorisent par excellence chez l'enfant. Et c'est surtout une infection qu'on attrape dès la première enfance, c'est-à-dire très très souvent, avant les 3 ans de vie, on est déjà infecté par l'HP. Et c'est une bactérie qui est très très fréquente, comme j'ai dit tout à l'heure, et on avait fait un travail au CHU de Fès, en unité de gastroentérologie pédiatrique, où on avait montré une prévalence qui va à 61%. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on avait fait? On a pris tous les enfants venant pour une indication d'endoscopie, pour toute indication confondue, que ce soit pour une maladie cœliaque ou pour un corps étranger ou pour toute autre indication d'endoscopie. On a fait une biopsie gastrique et on a trouvé une prévalence de 61% dans un travail. Cette prévalence allait jusqu'à 75% dans un autre travail qui a été fait au Maroc. Donc c'est pour vous dire la grande fréquence de ce germe dans les pays comme les nôtres, dans tous les pays en voie de développement, contrairement aux autres qui malheureusement sont eux qui font les recommandations, on va voir. Donc, répondre à cette question, c'est-à-dire répondre à un certain nombre de points qui sont pourquoi chercher d'abord cette bactérie, quand chercher l'HP chez l'enfant, quels sont les signes cliniques qui doivent nous indiquer, qui doivent nous amener à le faire, comment le chercher chez l'enfant et comment le diagnostiquer. Il y a une différence entre le chercher et le diagnostiquer finalement, c'est-à-dire confirmer le diagnostic par la suite. Par la suite, on va voir quand est-ce qu'il faut traiter cette infection et quels sont les protocoles thérapeutiques qu'on peut adopter chez l'enfant. Donc, comme vous le connaissez, le grand agent responsable de la gastrite chronique, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, c'est l'Helicobacter pylori. Il est responsable aussi d'une grande part des ulcères gastro-duodénaux qui existent. Et maintenant, c'est depuis un certain nombre d'années qu'il est reconnu comme un carcinogène de classe 1 par l'OMS. C'est-à-dire qu'il est responsable de cancers gastriques, que ce soit dans l'adénocarcinome de l'estomac ou dans le lymphome de Malte. Heureusement que ces complications, que ce soit les complications ulcéreuses ou les complications cancéreuses, sont rares chez l'enfant et chez l'adolescent. C'est vrai que l'ulcère gastrique, comme on le voit sur la photo, est rare chez l'enfant, mais ce qui n'est pas rare, ce sont les ulcérations superficielles, les érosions superficielles qui, elles aussi, nécessitent un suivi endoscopique régulier par la suite parce qu'elles peuvent prédisposer à une atrophie gastrique. On va voir par la suite cette cascade d'anomalies histologiques dont est responsable l'HP. Donc, vous voyez que ça peut aller sur le plan histologique, si on observe de plus près, ça peut aller d'une muqueuse qui est tout à fait normale à une muqueuse chronique active, et l'évolution ne va se faire que par la suite vers le sens de l'atrophie, de la métaplasie, de la dysplasie, et par la suite vers le cancer gastrique. Et donc, il faut agir à l'étape précoce de la gastrite chronique pour pouvoir éradiquer cette bactérie, parce que sinon les choses deviennent irréversibles par la suite. Et donc, pour la première partie, il n'y a aucune indication à faire un suivi endoscopique par la suite, mais pour la deuxième partie, que ce soit les adultes ou les enfants, ils nécessiteront un suivi. Alors, tout enfant qui a une simple atrophie gastrique sur l'histologie nécessite un suivi endoscopique, ne serait-ce que chaque 3 ans au départ, et puis c'est en fonction de l'évolution. Quand rechercher l'HP chez l'enfant? Et c'est là la grande question qu'on doit se poser pour répondre à la question de départ qui était est-ce que l'HP est finalement victime dans toutes les situations ou est-ce qu'il est coupable dans toutes les situations? Quels sont ces signes cliniques? Vous savez qu'en pratique courante, il y a beaucoup de signes que vous allez rencontrer et qui peuvent vous faire penser à cette bactérie, notamment les douleurs abdominales.
On va bien détailler ce signe par la suite. Les douleurs abdominales, les nausées, les vomissements essentiellement chroniques. La mauvaise haleine, elle aussi a été liée à un certain moment à l'HP, à plusieurs facteurs bien sûr, mais l'HP aussi a été incriminé dans la genèse de cette halinose. Certains signes généraux comme l'anorexie, l'asthénie, l'amaigrissement et parfois même des enfants qui vous rapportent des vertiges. L'hématémèse et la diarrhée, alors surtout les hématémèses, ça se voit quand on a une gastrite érythémateuse et ulcérée sur un HP, oui, ça se voit. Le retard saturopondéral, on va en discuter. Oui. Alors, non. Comment l'utiliser? J'arrive pas à le faire. Voilà, pas grave. Alors, les signes généraux, asthénie, vertige, hématémèse, le retard saturopondéral, on va y arriver. Et puis, l'anémie fériprive. Alors, oui, c'est une question aussi qui suscite des discussions. Et parfois, aucun symptôme, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des enfants qui sont complètement asymptomatiques et on peut trouver de l'HP quand on fait une gastroscopie, c'est-à-dire une fibroscopie haute pour n'importe quelle raison clinique. Alors, les douleurs abdominales d'allure organique étaient les premiers, ou bien les premiers signes qui indiquaient une recherche d'HP chez l'enfant jusqu'en 2022. C'est-à-dire que là, le groupe francophone des pathogastro-entérologie pédiatrique avait cerné les signes qui doivent faire rechercher l'HP en 5 petites choses. Les douleurs abdominales d'allure organique, c'est-à-dire avec des signes de retentissement. Et c'est-à-dire que là, on doit éliminer toute douleur fonctionnelle, c'est-à-dire que les douleurs périombilicales sans aucun retentissement sur la croissance, sans aucun retentissement sur l'état martial de l'enfant et sans aucun signe général. L'anémie par carence martiale, mais qui est réfractaire au traitement, pas toute anémie au premier plan, c'est-à-dire que ça n'a jamais été indiqué de rechercher l'HP devant une première prise en charge d'une anémie chez l'enfant. Les érosions et les ulcères gastriques trouvés à l'endoscopie lors d'une exploration X, le lymphome gastrique de type MALT, qui est heureusement rare chez l'enfant et qui est une forme très rare du lymphome malin non-hodgkinien à localisation gastrique. Et il y avait aussi, jusqu'en 2022, l'indication du purpura thrombopénique idiopathique chronique. Alors à chaque fois, Mme Benmiloud est là, elle est en train de... elle en témoigne. Comme quoi, à chaque enfant, chez chaque enfant qui présentait une PTI chronique, on devrait chercher est-ce qu'il y a un HP, et on a incriminé largement l'HP dans cette genèse. Par la suite, vont venir les recommandations des grandes sociétés savantes européennes et nord-américaines de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique, qui était élaborée en 2023 et sortie dans le journal JPGN en 2024, qui ont encore plus cerné les signes dans lesquels il faut chercher l'infection à HP. Alors, ils ont éliminé complètement de leur arsenal les douleurs abdominales d'allure organique, en laissant l'anémie réfractaire au traitement, c'est-à-dire après avoir cherché d'autres choses qui peuvent expliquer l'anémie et on ne trouve rien, là, il faut chercher l'HP. Quand on trouve à l'endoscopie des ulcérations ou bien des érosions, et quand on a une histoire de cancer de l'estomac chez un parent de premier degré. Alors ça n'a pas été évoqué tout à l'heure, mais c'est une bonne indication qui doit faire rechercher l'HP, d'abord peut-être par des tests invasifs, mais par la suite, bien sûr, il faut compléter par la fibroscopie. On a enlevé de ces recommandations cliniques le lymphome gastrique de type MALT parce que de toute façon, toute suspicion de tumeur gastrique à l'imagerie, etc., doit nous faire pratiquer une endoscopie pour faire d'abord une biopsie de cette masse et après, bien sûr, une biopsie de la muqueuse gastrique pour s'assurer est-ce que c'est l'HP qui est derrière ou pas. On a enlevé l'indication du PTI chronique. Donc, ça n'existe plus dans les recommandations de 2024, le fait de devoir rechercher l'HP dans cette indication. Qu'est-ce qu'ils avaient comme objectif principal, ces sociétés savantes? C'est de nous ramener à penser à autre chose. Alors, l'objectif de la prise en charge des signes gastro-intestinaux chez l'enfant
doit être basé sur la recherche d'autres diagnostics et pas exclusivement celui de l'HP. C'est-à-dire qu'on doit peut-être le laisser comme quelque chose d'élimination après avoir tout cherché qui peut expliquer ces symptômes gastro-intestinaux chez l'enfant. Quoi qu'il en soit, en pratique, parlons maintenant sur le plan pratique quotidien. Il y a pas mal d'enfants qui avaient des douleurs abdominales chroniques et chez qui on a trouvé de l'HP, on avait traité de l'HP avec une bonne évolution des douleurs abdominales. Et on avait conclu, c'est vrai, dans des pourcentages qui sont très variables en fonction des séries, mais qui ne sont pas faibles, regardez les pourcentages, on a pu démontrer que ces douleurs abdominales étaient exclusivement liées à cet HP qui a été éradiqué et que l'évolution était bonne par la suite. Maintenant, si on retient cette indication, il faut préciser quelles sont les caractéristiques de ces douleurs abdominales chroniques ou bien de ces douleurs abdominales récidivantes qui sont très, très fréquentes chez l'enfant. Tout d'abord, la localisation. Souvent, très, très souvent, pas toujours le cas, on va voir, ils sont localisés au niveau de l'épigastre, des douleurs sus-ombilicales. Elles sont invalidantes, elles sont rythmées par les repas. L'enfant te dit « j'ai mal quand j'ai faim » et « j'ai mal quand je mange immédiatement ». Entre les deux, il se porte mieux. Tout ceci associé à des signes généraux, réveil nocturne, des nausées, des vomissements, parfois une altération comme les signes que j'ai cités tout à l'heure, l'altération de l'état général, et dans certains cas où l'érosion gastrique est très importante, on aura aussi des hématémèses, des mélénas aussi. Maintenant, cette douleur, j'ai dit tout à l'heure que souvent elle est épigastrique, mais n'oublions pas que parfois on tombe dans ce qu'on appelle les biotypes longilignes. Et l'estomac, il dépasse l'ombilic et il descend jusqu'à la région hypogastrique. Et on peut avoir aussi des enfants qui se plaignent de douleurs hypogastriques et il s'agit de l'estomac. Donc ne pas oublier aussi d'explorer l'estomac et ne pas oublier l'HP même quand la douleur est hypogastrique. Maintenant, quand la douleur est épigastrique, est-ce qu'il n'y a que l'HP ? Donc, l'autre versant des choses, une douleur épigastrique ne veut pas dire exclusivement HP. Regardez là, je vous ai montré que les étiologies des gastrites, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, infectieuses, virales, bactériennes, etc., chimiques, physiques, immunologiques, tout ce que vous voulez. Mais en dehors de l'estomac, il n'y a pas que l'estomac qui donne des douleurs cis-ombilicales, il y a un organe qui est juste derrière, qui est le pancréas. Et il ne faut pas qu'on oublie les pancréatites aiguës, et surtout quand il s'agit de douleurs abdominales dans un contexte aigu, bruyant, et ça existe. Des cas d'infection AHP exclusivement, on a exclu tous les autres diagnostics, avec des douleurs abdominales atroces qui ont nécessité carrément l'hospitalisation, la mise sous IPP injectable, etc. Et par la suite, peut-être un traitement d'éradication qui commence aussi par voie injectable. Bien, à part ça, regardez cette série, c'est la série de Nicolas Kalash. Et ce n'est pas n'importe quelle série, puisque ce monsieur est la référence française en matière d'HP. Et d'ailleurs, quand vous feuilletez la littérature française en matière d'HP, vous allez trouver son nom dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé dans sa série ? Que 62% des enfants qui sont HP+, ont des douleurs abdominales chroniques et que l'indication à l'endoscopie pour ces malades était dans 62% des cas dans ce sens, des douleurs abdominales chroniques. Et qu'il a noté une incidence d'ulcères basse à 6,7, mais les érosions sont plus fréquentes, et c'est ce que j'ai dit, même chez nous, on trouve la même chose en pratique. Les érosions gastriques sont là. Il a trouvé 14%, non, nous on peut dire plus que ça, plus que 40% on va dire, pas au-delà. Mais c'est des choses qui nécessitent quand même un suivi endoscopique par la suite. Pour résumer cette partie, cette discussion sur les douleurs abdominales et l'HP, les douleurs abdominales chroniques restent quand même la principale manifestation des enfants HP+. Donc si on voit dans les recommandations de JPGN que ça sort, nous peut-être dans notre contexte, elle ne doit pas sortir des signes cliniques qui doivent nous faire chercher un HP. C'est vrai que le lien entre l'HP et ces douleurs abdominales récidivantes est controversé dans la littérature, et il va du simple jusqu'au 10 fois la normale, mais ça existe quand même et il faut y penser. Maintenant, on comprend que dans les douleurs abdominales fonctionnelles, il n'y a aucune indication, d'accord ? Ils ne sont ni épigastriques par excellence, ni associés à un autre signe, que ce soit général ou un signe d'anémie ou de retentissement staturopondéral ou autre.
Alors, l'investigation initiale d'une anémie, on a bien compris tout à l'heure qu'il ne faut pas le faire. Devant une anémie, il faut chercher les causes de l'anémie qu'on connaît. Et si ça ne marche pas lors d'un traitement avec une bonne observance thérapeutique et tout ce qu'il faut, avec une bonne durée qui peut aller jusqu'à 4-6 mois, dans ce cas-là, on peut chercher après la récidive un HP. L'exploration d'une petite taille ne fait plus partie des indications pour chercher l'HP tout seul. C'est vrai qu'il peut être associé parce qu'on va voir dans une autre diapo qu'il participe à l'amaigrissement, l'HP. Il participe, mais il n'est pas responsable. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher une cause pour ce retard satural chez l'enfant et ne pas se contenter du diagnostic de l'HP. Et on a enlevé l'indication des enfants qui appartiennent au groupe ethnique ou raciaux qui ont un risque accru de développer un cancer. Ce n'est pas parce que j'appartiens à une ethnie qui fait beaucoup de cancers gastriques que je dois faire chercher un HP chez mon enfant. Et on va illustrer ce qu'on avait dit jusque-là par 2 petits cas cliniques. Alors, Samira, qui est âgée de 10 ans, vous m'arrêtez quand vous voulez, hein, je risque de déborder. Alors, Samira, 10 ans, elle est de bon niveau socio-économique, ça c'est important, elle est de bon niveau socio-économique. Elle faisait des vomissements chroniques depuis son bas âge. 3 ans, je ne sais pas, 2 ans. Alors, quelques douleurs épigastriques, vomissements chroniques, quelques douleurs épigastriques. Il y avait une histoire d'HP chez la maman. Et bien sûr, depuis l'âge de 3 ans, elle a consulté beaucoup de fois, elle a reçu beaucoup de traitements, peut-être des améliorations transitoires. Bon, en vain. Il a un poids à 22 kg, c'est-à-dire un retentissement à moins 2,5 déviation standard, une taille à moins 1,5 déviation standard. Et donc, on a pensé à beaucoup de diagnostics, notamment à un reflux, tout simplement, un RGO compliqué sur une malposition cardio-tuberositaire. On a pensé à la gastrite à HP, effectivement aussi, à l'ulcère gastrique ou duodénal. S'agissait-il aussi d'une intolérance alimentaire? Là, on a beaucoup d'éléments qui doivent faire disparaître ce diagnostic. Vomissements d'origine extra-digestive ou bien des vomissements psychogènes, vu son âge, c'est une préadolescente, oui, c'est possible, c'est une fille. Bien. Et donc, pour sortir de ce flou, on indique une exploration, la fibroscopie. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, au niveau œsophagien, on ne trouve rien de particulier. Et au niveau de la muqueuse gastrique, on trouve cet aspect, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir, cet aspect caractéristique de nodules, des nodules de la muqueuse gastrique qui est caractéristique de l'HP. Il est presque pathognomonique de l'HP quand on le trouve. Donc, bien sûr, quand on trouve ça, on doit biopsier, c'est l'HP jusqu'à preuve du contraire. Mais le reste de l'exploration, qu'est-ce qu'il allait trouver? Un suc gastrique verdâtre. Ce n'est pas normal. Normalement, le suc gastrique doit être clair. Et au-delà, on a un D1 qui nous paraissait dilaté à la fibroscopie. On ne pourrait pas dire plus que ça, puisque au-delà de D1, on ne voyait plus rien. Et donc, on a indiqué une exploration radiologique, un TOGD, qui a montré quoi? Cette image en double bulle, gastrique et duodénale, ça nous a fait évoquer un obstacle duodénal, et c'était un diaphragme duodénal incomplet. Et effectivement, quand on a fait l'interrogatoire de façon rétrospective, la maman nous a dit effectivement qu'elle faisait quelques vomissements bilieux de temps en temps. Et donc, ici, l'HP était présent. Mais il n'était pas uniquement le responsable. Donc là, il était vraiment victime de notre conduite à tenir. Deuxième cas. Fatem Zahra, 15 ans, pas d'antécédent particulier, vomissement depuis 5 mois. Juste depuis 5 mois. Mais elle était vraiment dénutrie. Regardez les photos, je ne sais pas, est-ce que ça paraît bien? Elle était bien dénutrie. Donc, elle était hospitalisée pour ça dans un CHP, pour déshydratation. Alors, il avait toutes les complications de la déshydratation, hyponatrémie, hypochlorémie, tout ce que vous voulez. Et donc, elle nous a été envoyée pour complément de la prise en charge. Elle est venue avec ses scanners, abdominales, bien sûr, et cérébrales, pensant à une cause neurologique pour ses vomissements, alors que son examen neurologique était tout à fait normal. Bien, donc, on explore. Elle a été envoyée pour ça. Donc, on l'a exploré. Qu'est-ce qu'on trouve sur la fibroscopie? Une gastrite érythémateuse aussi nodulaire, finement nodulaire, comme vous voyez sur la photo qui est en bas. Et on a fait donc des biopsies gastriques et jéjunales pour trouver, au niveau de l'anapathe, de nombreux HP. Donc, HP2+. Alors, à votre avis, est-ce que c'est uniquement ça? Est-ce qu'on doit croire ça? Est-ce qu'on doit traiter ou pas?
À chaque fois qu'on trouve un résultat histologique en faveur, nous, on traite en pratique. Parce que malheureusement, on ne se base que sur ça. On va parler de la partie paraclinique, on va pouvoir discuter par la suite. Donc, on traite. On a traité par le protocole séquentiel et c'est amélioré cliniquement. Et donc, cet enfant est sorti chez elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Reprise des signes cliniques à l'arrêt du traitement IPP. Ou à l'arrêt du traitement de l'éradication, on ne sait pas. Reprise des signes à l'arrêt du traitement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a certainement autre chose. On réhospitalise pour surveiller surtout s'il a un trouble de comportement. C'est une fille âgée de 15 ans, vomissement, dénutrition, donc l'anorexie mentale, oui. Et donc, on l'a hospitalisé pour ça, on l'a hospitalisé pour profiter pour faire un bilan métabolique, cortisolémie, pourquoi pas, etc. Et on a dû appeler le psychiatre qui nous a confirmé que sur le plan psychologique, elle est malade. Et donc, vu l'évolution qui ne nous a pas plu, on a redemandé un autre scanner. Je ne me rappelle plus, est-ce que c'était un autre scanner ou une relecture du premier scanner? En tout cas, on trouve un syndrome de la pince aorto-mésentérique. C'est un syndrome rare où une portion de duodénum se trouve coincée entre l'aorte et l'artère mésentérique, sous forme de pince. Donc, une pince qui comprime une partie du duodénum, D2 ou D3. Et donc, c'est une fille qui a été opérée avec une bonne évolution post-op, mais on continue bien sûr à la suivre par rapport à sa dénutrition. Donc, ces deux observations illustrent bien que parfois, l'HP est vraiment victime. Mais parfois, bien sûr, il est coupable, mais il n'est pas le seul coupable dans beaucoup de situations. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester clinicien, se baser sur le contexte global. C'est pour ça que les diagnostics positifs doivent être posés de façon certaine, en utilisant les gold standards. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas uniquement se baser sur un traitement empirique. Vous voyez qu'ici, les explorations, que ce soit radiologiques ou endoscopiques, nous ont ouvert les yeux sur des choses. Maintenant, comment chercher? On va attaquer la partie paraclinique. Comment chercher l'HP chez l'enfant? Alors, vous savez qu'il y a des tests non invasifs et des tests invasifs. Et ce qui sort ici, c'est ce qui est dit dans les recommandations. Et vous voyez que les sérologies ne sortent même pas. La sérologie HP ne sort pas dans les recommandations des tests non invasifs de la recherche d'HP. Ce qui sort, c'est le test respiratoire, à y remarquer, et le test antigénique dans les selles. Maintenant, bien sûr, l'examen invasif, c'est l'endoscopie avec biopsie. Cette biopsie qui ne doit pas faire uniquement profiter de l'histologie, mais aussi de la culture, avec un antibiogramme, guider la prescription. Est-ce que c'est un germe plié résistant à la clarithromycine, au métronidazole, etc. Et aussi, on peut faire donc la culture antibiogramme, la PCR, et on peut faire le test rapide à l'uréase qui n'est pas très suffisant à lui seul. C'est un test rapide qu'on fait sur la place de l'endoscopie. En 5-10 minutes, on aura un virage d'un liquide du jaune au rose, mais on ne se base pas uniquement sur ça pour traiter. Donc, bien sûr, on doit attendre le résultat de l'anapathe et du reste. Bien, alors, qu'est-ce que dit la littérature en matière de la performance du test antigénique? Alors, c'est vrai que tout le monde reconnaît que c'est un test qui est performant, que ce soit en matière de diagnostic ou là, de l'éradication de l'HP, d'accord? Avec une sensibilité, une spécificité qui dépasse les 95-96. Mais c'est un test qu'on ne connaît pas comment il se fait dans nos laboratoires. Alors, s'il a été fait en utilisant un antigène polyclonal, il n'est pas du tout fiable. S'il a utilisé un antigène monoclonal, c'est là où il est fiable, où la sensibilité dépasse les 90%, mais on sait que l'utilisation de l'antigène monoclonal est très difficile et elle est très coûteuse. C'est-à-dire, on ne sait pas, peut-être tu vas continuer par la suite la discussion là-dessus, et on ne sait pas si nos laboratoires ont la capacité, surtout matérielle, d'utiliser ces moyens-là. Maintenant, d'autres études ont parlé des avantages et des inconvénients de ce test antigénique dans le sel, mais aussi de la PCR dans les selles. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors, pour l'antigène dans les selles, on a noté des avantages comme la rapidité, la simplicité et le faible coût. Mais regardez les inconvénients, qui ne sont pas négligeables, elles aussi. Alors, l'hétérogénéité des antigènes, c'est-à-dire ce qu'on trouve, est-ce que c'est vraiment de l'antigène de l'HP ou autre chose? La nature des techniques biochimiques utilisées
et la quantité de l'antigène présente dans les selles, est-ce qu'elle est suffisante pour que le test soit positif ou pas. Maintenant, même la PCR dans les selles, elle a les avantages de détecter spécifiquement l'infection à Helicobacter pylori et pas à n'importe quelle bactérie. Elle permet aussi d'étudier la résistance aux antibiotiques, et ça c'est important pour notre prise en charge thérapeutique par la suite. Mais il a aussi l'inconvénient, c'est que ça nécessite des exigences, des installations et des experts qui sont quand même importants, l'existence de substances inhibitrices et l'interférence des bactéries mortes qui peuvent nous donner un résultat faussement positif. Et donc, que disent les recommandations de 2024 des sociétés savantes européennes et américaines? C'est qu'il faut se baser pour le diagnostic maintenant, ce n'est pas pour la recherche, la détection, mais c'est pour le diagnostic positif, il faut se baser uniquement sur la biopsie, donc sur les tests invasifs avec biopsie, mais cette biopsie qui doit mener à une culture par la suite, à un antibiogramme ou à une PCR avec histologie. À Fès, on avait fait une étude, mais malheureusement, c'était juste dans le cadre d'une étude de recherche d'un doctorant, et donc on pourrait faire à l'époque une culture, une PCR. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Déjà, histologiquement, on avait trouvé que 38% de nos malades avaient une atrophie gastrique. 38%, c'est un pourcentage qui n'est pas négligeable. Tout à l'heure, la cascade histologique, on a vu que l'atrophie va ramener directement à la métaplasie et à la dysplasie. Donc, 38% de ces enfants vont nécessiter des surveillances endoscopiques par la suite. C'est important donc de faire l'endoscopie, ne serait-ce que pour ça. Alors, par la suite, on avait trouvé des résultats tout à fait discordants en matière de l'histologie, du test rapide à l'uréase, de la PCR. Professeur, oui, il vous reste 3 minutes. Ah, d'accord, donc je dois aller vite. Histologie PCR, on avait conclu que l'association histologie positive et PCR positive était la seule qui nous indiquait que vraiment l'HP est là et il est vraiment à croire et à traiter. Quand traiter l'infection à HP, donc si on a compris les recommandations, c'est quand il est confirmé par les signes endoscopiques, les érosions, l'ulcération, etc., et par une biopsie, bien sûr, qui montre de l'HP, ou bien par une culture. Alors, si maintenant on découvre de façon fortuite l'HP lors d'une autre endoscopie faite pour autre chose, il faut discuter avec les parents, mais très très souvent on doit traiter parce que c'est une infection qui va rester toute la vie, et c'est une gastrite chronique qui va rester toute la vie si on ne la traite pas. Je peux passer directement sur ça, le rôle bénéfique probable de l'HP, mais si on dit qu'il faut éradiquer parce que ça peut être responsable de cancer, il ne faut pas croire ces études qui doivent être vraiment vérifiées par d'autres pour pouvoir les retenir. Quel protocole thérapeutique rapidement? Alors, ça nécessite une durée suffisamment longue, une bonne observance, un contrôle optimal du pH, donc une bonne dose d'IPP et l'utilisation de 2 antibiotiques à la fois. Maintenant, c'est la trithérapie qui est d'actualité, c'est-à-dire l'association IPP, amoxicilline, clarithromycine. Mais nous, dans un travail en 2013, on avait prouvé que le traitement séquentiel était beaucoup plus intéressant en matière de la réussite thérapeutique, 91 versus 96. Donc voici les doses, si vous voulez, après on vous laisse la présentation. Je passe sur ça. Le test d'éradication doit être basé sur le test respiratoire. Le test d'éradication, ce n'est pas l'antigène en pratique, c'est le test respiratoire. Et je passe sur le traitement de deuxième intention, on peut le discuter par la suite. Bien, donc en conclusion, il faut bien étudier les signes cliniques. Les tests non invasifs, ça ne doit servir que pour l'orientation et surtout l'antigène dans les selles. Le traitement, si endoscopie et biopsie en faveur, pas de traitement empirique, bien sûr pour éviter aussi les risques de résistance, etc. par la suite. Et bien sûr, contrôler l'éradication par un test respiratoire de préférence. Et il faut qu'on développe dans nos laboratoires les tests de sensibilité pour une meilleure prise en charge. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. C'était vraiment très, très intéressant. 2 questions à la salle. C'est Rice. Les questions sont plus importantes que le cours. D'abord, j'ai 2 questions. La première concernant
la place de bismuth chez l'enfant, et surtout l'enfant entre 14 ans et 18 ans, parce que je pense qu'il est contre-indiqué et inférieur à 12 ans ou à 14 ans. OK. Alors, oui, Oui, d'accord. je réponds avant d'oublier. Alors, le bismuth n'est pas disponible au Maroc. Dans les recommandations, on peut utiliser le bismuth comme traitement de deuxième intention. De deuxième intention, c'est-à-dire en cas d'échec, c'est-à-dire qu'on a une résistance soit à la clarithromycine, soit au métronidazole, ça dépend de ce qu'on avait utilisé auparavant. L'association maintenant bismuth, tétracycline, etc., qui est le Pilera, est un traitement qui est déconseillé chez l'enfant entre 12 ans et 14 ans. Elle peut être introduite à partir de 14 ans si on a un grand besoin de le faire. C'est-à-dire on a essayé le premier le traitement de l'eau, ça n'a pas marché, le deuxième, le troisième, ça n'a pas marché. La Ghalib, Pilera chez l'enfant, mais il doit prendre 12 comprimés par jour comme l'adulte. Et La deuxième? La deuxième question concernant si on porte le diagnostic de HP chez un enfant, est-ce que faut-il ramener les frères, c'est-à-dire les membres de la famille, pour chercher parce qu'il y a une... Oui, la transmission est surtout intrafamiliale chez l'enfant, je l'ai dit tout à l'heure. Parfois, il y a des récidives qu'on ne comprend pas, mais on ne comprend pas parce qu'on ne cherche pas, effectivement. Alors, en pratique, il n'y a pas d'indication sur le plan recommandation maintenant. En pratique, ça dépend de ce que vous voyez. Ce que je fais en pratique, je demande s'il y a quelqu'un qui a une symptomatologie qui pourrait évoquer l'HP. Pour lui, je demanderai un antigène dans les selles. D'accord ? S'il n'y a pas de personne qui est symptomatique, je préconise les mesures hygiéno-diététiques entre cet enfant et sa famille. Et puis, s'il y a quelqu'un qui souffre de la moindre des choses, il faut qu'il aille consulter parce que très souvent, il va s'agir d'un HP. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. S'il vous plaît, madame. Donc, Micro, s'il vous plaît. Oui, salam alaikum. Alors, dans notre pratique quotidienne au cabinet, devant des enfants qui viennent pour des douleurs abdominales, surtout chroniques, et qui reviennent après plusieurs consultations, donc c'est très bien de penser à l'Helicobacter pylori. Donc, comme une orientation, il faut demander l'antigène dans les selles. Et bien sûr, pour ne pas passer au traitement empirique, comme vous avez dit, donc de préférence, il faut passer pour une endoscopie, puis traiter par la suite. Donc, ça serait ça la bonne conduite devant une douleur. Effectivement, vous avez résumé la présentation. Si j'ai bien compris, merci. Donc, aussi, professeur Atmani. Merci, professeur Edessi, pour cette belle présentation très précise. Moi, j'ai une question un peu d'ordre, je dirais, de réflexion. Ce germe, il est un peu, je l'appelle, moi, germe vedette. C'est un germe vedette, c'est une pathologie vedette. Puisque ce germe, on le trouve souvent dans l'estomac. Alors, moi, comme toute pathologie vedette, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être prudent, pour rester dans l'imputabilité cause-effet. Donc, quelles sont les précautions, les choses qu'il faut, parce que il se peut qu'on trouve quelque chose au niveau de l'estomac et on peut en même temps une HP. Comment savoir que c'est lui qui est en cause, puisque le portage, il est fréquent de ce germe. Je sais qu'il y a parfois des chiffres très élevés de portage. Très élevés, qui peuvent aller jusqu'à 75%. Alors effectivement, c'est l'intérêt du diagnostic différentiel. Là, je comprends le chapitre le diagnostic différentiel en se basant sur un certain nombre de choses, éliminer ça et garder ça. Est-ce que on l'a gardé? Est-ce que c'est vraiment lui qui est responsable ou pas? Et puis, sur le plan clinique, par la suite, endoscopiquement, il y a des choses spécifiques de l'HP. Comme j'ai dit tout à l'heure, la gastrite nodulaire, les érosions gastriques, les ulcérations gastro-duodénales sont plus spécifiques de l'HP. Maintenant, si on trouve une muqueuse subnormale et qu'on fait une biopsie pour une raison ou une autre et on trouve de l'HP, faut-il le traiter? Sachant que l'enfant n'avait pas vraiment les signes qui évoquaient le... Et donc, c'est pour ça que le chapitre de quand traiter est important aussi. Mais moi, je ne comprends pas vraiment ce chapitre.
Pourquoi il serait important si on avait dit que à chaque fois qu'on trouve de l'HP, il faut l'éradiquer parce qu'il serait responsable de ça et ça et ça. Donc finalement, pour moi, même si on le trouve de façon fortuite, il faut le traiter. Mais si on le trouve de façon fortuite, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'on est devant quelque chose qui n'est pas complète. C'est comme les cas des observations de tout à l'heure. Et qu'il faut toujours persévérer à trouver une autre cause pour effectivement faire la part des choses. Elle dit avant le traitement. Après le traitement, c'est la réponse au traitement. Mais si la réponse juste après la fin du traitement, là, c'est une réponse à long terme. Et c'est une raison pour laquelle il faut suivre ces enfants au moins pendant les 6 premiers mois après le traitement par l'HP. Merci, professeur Sheila. Merci, professeur Idrissi, pour cette présentation. S'il vous plaît, là, juste une question. Ah, d'accord, je n'ai pas entendu. Oui, là, me voilà. D'accord. Si vous... voilà. Donc, oui, c'est pas grave. Moi, je voulais vous remercier parce que vous avez soulevé 2 cas cliniques qui sont très importants, à mon sens, dans notre pratique quotidienne, parce que justement, on reçoit souvent des enfants ou des adultes encore plus qui ont été traités pour l'HP, qui ont été éradiqués, mais qui continuent à présenter d'autres symptômes ou bien les mêmes symptômes. Et dans leur tête, c'est que c'est toujours l'HP qui veut toujours refaire Moi, je crois que c'est notre devoir de leur expliquer, quand on a éradiqué l'HP, que ça ne veut pas dire, parce que c'est devenu comme une mode. On a souvent cette mode-là. C'est pour ça qu'il a parlé de vedette. Voilà, parfois, avant, c'était la vitamine D, maintenant, c'est l'HP. Donc, on lui colle tous les malheurs du corps. Donc, je crois que c'est notre devoir de leur expliquer, une fois qu'on a traité, que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir mal à l'estomac parce que vous aviez justement un syndrome du côlon, surtout les malades qui ont le fonctionnel, parce que pour eux, c'est une chance qu'ils ont trouvé l'HP, ils veulent lui coller tout ce qu'ils ont, alors qu'au-dessous, il y a tout un tableau clinique d'anxiété. Donc, je crois que c'est notre devoir de leur expliquer parce que souvent, c'est des malades qui reviennent. Exactement, c'est un parfait commentaire. L'explication est très importante, quitte à leur dire finalement, on va traiter. Si les choses marchent pendant longtemps, c'est que c'était probablement ça. Si ça ne marche pas ou ça récidive juste après, il faut qu'on cherche autre chose, ça c'est sûr. Merci beaucoup, professeur. C'était vraiment très, très fructueux. Merci.